Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau récap info. Comme chaque semaine avec mon invité, nous allons revenir sur quelques-uns des sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours dans notre région, mais aussi sur des sujets qui le concernent. Et cette semaine, je reçois quelqu'un qui a quitté la vie politique en 2017 et qui, je crois, ne s'en porte pas plus mal. On va y revenir. Michel Issindou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez été maire de Gières de 1997 à 2012, député socialiste de la 2e circonscription de l'Isère de 2007 à 2017. Et c'est une partie de cette période, plus précisément entre septembre 2014 et juillet 2015, que vous avez voulu retracer dans cet ouvrage Tourment au Palais Bourbon, chronique d'un député socialiste, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions Presse universitaire de Grenoble. Alors, on va en parler. À la première page de ce livre, vous expliquez que du jour où vous avez quitté la politique, les premières semaines, vous êtes en quelque sorte tombé dans un vide social et médiatique. Est-ce que c'est pour combler ce vide que vous avez écrit cet ouvrage ? Vraisemblablement, ça m'a occupé en tout cas la première partie, le premier hiver que j'ai passé. Oui, c'est vrai que du jour au lendemain, les choses s'arrêtent brutalement. Le téléphone sonne moins, on compte moins, et c'est tout à fait naturel. Je ne le regrettais pas, d'autant plus que je l'avais moi-même anticipé. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petit vide qui s'instaure. Ça s'est produit après les vacances d'été, où là, tout se passe toujours très bien. Mais le premier automne et le premier hiver risquaient d'être compliqués, et j'ai comblé ce vide avec l'écriture de ce livre. Alors, Tourment au Palais Bourbon, c'est presque le titre d'un roman policier. Oui, ça. Alors, il n'y a pas de crime et d'assassinat. Encore que en politique, il y a toujours un assassinat, au moins au sens figuré du terme. Oui, j'ai voulu décrire un petit peu ce que j'avais vécu pendant 10 ans. J'avais deux solutions. Soit je retraçais les 10 années d'un coup, parce que j'avais pris des notes pendant 10 ans, un peu tous les soirs. Parfois 3 mots, parfois 3 lignes, parfois 10 lignes. J'avais gardé des traces de mes journées sous forme d'un agenda, d'un petit journal. Et au moment d'écrire quelque chose, j'ai préféré me concentrer sur la période qui m'a paru la plus intense, la plus dure même à vivre, celle qui a vu à la fois le début des attentats de Charlie Hebdo, la fin, c'est là que je la situe, la fin du Parti socialiste, parce que ça a été très très dur au mois de février 2015, et puis aussi le début du problème des migrants qui se noyaient par bateau entier, hélas, en Méditerranée. Voilà pourquoi j'ai choisi cette période concentrée sur quelques mois. Alors, vous parlez dans ce livre aussi bien de votre activité que de votre vie personnelle, vos vacances dans votre maison, dans le Lot, le mariage de votre fils au Mexique. Pourquoi ce choix ? Oui, là aussi, j'ai voulu montrer que la vie politique, on nous perçoit souvent comme des politiques assez froids, distants, loin des sujets. Parfois des gens dans un autre monde. J'ai voulu montrer... Un peu hors sol, c'est ce qu'on dit. Voilà. J'ai voulu montrer que finalement, on n'était que des citoyens comme les autres, qui à un moment avaient cette chance de représenter d'autres citoyens, mais j'ai voulu montrer que j'ai pas une vie politique et une vie privée. J'assume à peu près les deux dans le même temps. Et que c'est vrai que par moments, je prends des vacances et que je tenais à dire que ça me faisait du bien. Et à dire que quand j'étais à Le Lot, j'étais très heureux d'y être. Donc, et que quand vous prenez le train pour revenir de Paris à Grenoble, vous appréciez le paysage. Et que j'apprécie le paysage. Oui, c'est une espèce de sas de décompression où j'ai savouré ces paysages de Bourgogne, en fait toujours les mêmes, mais jamais les mêmes. Voilà. Vous nous en dites aussi un peu plus sur un lieu secret qui attise la curiosité de la presse, la buvette de l'Assemblée nationale. Oui, j'en dis un peu plus. Oui, parce que les journalistes n'y sont jamais admis. C'est une règle absolue qui n'est jamais contrariée. Alors, est-ce que les lois se font à la buvette ? Non, mais c'est là qu'on voit parfois un peu plus de convivialité entre nous. C'est-à-dire que les gens ont l'impression aussi qu'on est toujours à couteau tiré entre la droite et la gauche. L'image qu'on donne dans l'hémicycle est un peu celle-là. Les invectives fusent, on a l'impression qu'on se déteste cordialement et parfois pas cordialement du tout. J'ai voulu montrer par là aussi qu'à la buvette, tout s'arrangeait. C'est pas qu'on devienne les meilleurs amis du monde, mais on
on essaye de trouver les moyens de passer un moment ensemble. Et on a cette buvette qui s'y prête parce que c'est là qu'on déjeune, parce que c'est là qu'on petit déjeune, c'est là qu'on va boire un café, c'est là qu'on va se détendre. Et forcément, on croise l'autre banc. Il se crée des liens à l'Assemblée au bout de quelques années avec les gens de l'opposition, notamment ceux de sa propre commission que l'on côtoie toutes les semaines, 2 à 3 heures par semaine et par jour. Et forcément, vous étiez sur la sécurité sociale ? J'étais sur les affaires sociales pendant 10 ans et il y a des députés de droite qui ont été mes camarades de jeu pendant 10 ans. Il est évident qu'il y a eu des relations plutôt amicales. C'est peut-être pas le mot parfait, mais en tout cas des relations tout à fait courtoises avec eux et notamment à la buvette. Alors de ces relations, mais de personnes, finalement, vous ne donnez jamais le nom. On peut deviner les personnalités politiques, oui. Mais on ne connaîtra pas leur identité exacte. Ça, c'est un choix de l'éditeur, de directeur de collection, Alain Faure des Pugs, qui a souhaité que ça reste un peu universel. Et il n'a pas souhaité que ce soit personnalisé en disant, après tout, quelqu'un qui peut le lire d'ailleurs et qui ne connaît pas le local s'y retrouvera. Alors, je pense qu'on arrive assez facilement, quand on dit la grande ville du Sud-Ouest, au bord de la mer, c'est forcément Alain Juppé. Chacun reconnaît assez vite, mais c'est vrai que ça peut dérouter quelques-uns des lecteurs qui m'en ont fait la remarque, mais pas au point de les perturber trop fortement. Alors dans le premier chapitre qui précède donc le second, qui évoque plus spécifiquement l'attentat de Charlie Hebdo et les jours qui ont suivi, on vous sent quand même assez pessimiste. On note un désenchantement, une impuissance. Oui, c'est un peu ce que j'ai ressenti, notamment à ce moment-là de notre parcours. Je sentais que le Parti socialiste était en train de perdre pied, alors que nous détenions tous les leviers quand on est arrivé en 2012. On avait bien sûr le président, la majorité à l'Assemblée, on avait les départements, les régions, enfin, on avait tout pour être les rois du pétrole, comme on dit. Et en quelques mois, quelques années très courtes, on a fini par tout perdre. Et ça m'a profondément affecté au point de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment on gouverne? Comment on n'arrive pas à être plus cohérent entre nous? Il y a eu les frondeurs. Vous n'êtes pas tendre avec les frondeurs? Non, je ne suis pas tendre, parce qu'effectivement, une trentaine ou une quarantaine qui passaient leur temps sur les plateaux télé ou dans les médias à débiner ce que l'on faisait, c'est quand même très dur. On essayait de bâtir des choses. Je ne dis pas qu'on avait forcément raison, mais on avait la raison de la majorité. Dans une démocratie, quand 250 sont d'accord pour faire une politique et que 30 s'y opposent, c'est plutôt pour moi les 250 qui ont raison. Et ces 30-là n'acceptaient jamais les politiques menées, notamment le virage de la politique de l'offre par rapport aux politiques de la demande traditionnelles, les politiques keynésiennes socialistes. Ça a été un choix. Je pense d'ailleurs que les mesures que nous avons prises à ce moment-là produisent encore des effets aujourd'hui, sur l'emploi notamment. Cette politique qui a favorisé les entreprises. On voit que ça va un peu mieux en France. J'ai vu encore hier que le taux de croissance était un des plus forts en Europe. Et je pense que le tournant a été pris à ce moment-là, dans les années 2014-2015, c'est la période que je décris, au moment où est arrivé un conseiller... Où existait un conseiller auprès un conseiller qui est devenu ministre. Qui est devenu ministre. Qui est devenu et très influent auprès du président. Et je pense que le virage a été pris là, avec notamment la nomination de Valls comme Premier ministre. Et vous reprochez aussi au président de la République peut-être de ne pas avoir été assez ferme avec les frondeurs. Oui, je lui reproche, oui, parce que... Voilà, il y avait une branche pourrie, si je peux employer ce terme un peu vulgaire, mais il y avait nécessité à ce moment-là de clarifier les choses et notamment de considérer, si vous voulez, on ne pouvait pas être dedans et critiquer comme ils l'ont fait et voter contre les budgets. Enfin, c'est vraiment sidérant, quoi. On ne concevrait pas ça dans un conseil municipal. Un adjoint qui voterait contre le budget serait immédiatement exclu. On lui enlèverait sa délégation. Là, on ne pouvait pas leur enlever la fonction de député, mais on pouvait au moins les exclure du groupe. Je crois que ça aurait satisfait les 250 restants, parce qu'on a vécu en permanence avec ces gens-là qui nous ont pourris en permanence, et on avait le sentiment qu'il n'y avait rien à faire et que personne... C'est décourageant aussi. C'était décourageant. C'est-à-dire qu'on se battait dans l'hémicycle pour faire passer des politiques et quelques frondeurs venaient saboter tout ça en quelques votes. Donc, à aucun moment vous a dit il y a peut-être un fond il faudrait discuter avec eux, ils ont peut-être raison. On a discuté, mais bien sûr, alors tout ça, bien sûr, ça se voit pas, mais les bureaux du groupe ou les réunions du groupe politique du mardi matin à 11h,
Ça a été des moments... On a voté aussi pour clarifier les choses. On a essayé de débattre de cette politique. On a fait des groupes de travail pour en débattre, mais il n'y avait rien à faire. Ils avaient forcément raison et on avait forcément tort. C'est ça qui a été particulièrement insupportable et qui a fini par affecter notre morale et notre envie de poursuivre. Et on a senti à ce moment-là, le moment que je décris, en février, quand Libération titre le PS explose, il avait raison. On l'a vu par la suite. Il a explosé complètement, au point que le président n'a pas pu se représenter. C'est quand même assez fort. Hein. C'est la première fois que ça arrivait. C'est inédit. Et au point que derrière, Benoît Hamon, qui a eu les suffrages des sympathisants de gauche... Qui était un frondeur ? Qui était un vrai frondeur, lui, qui était un vrai frondeur, n'a pas poursuivi et n'a pas réussi à faire redresser le PS, alors que les sympathisants disaient que c'était lui. Donc il s'est passé quelque chose de très grave et très fort qui fait que le PS est là où il est aujourd'hui. Alors on sent quand même le président, vous l'aimez bien François Hollande, mais vous vous dites peut-être que c'était peut-être un président trop normal. Il vous appelait Michel, vous l'appeliez Monsieur le Président. Oui, j'étais, j'avoue, un peu dérouté. Alors c'est vrai qu'on se tutoyait parce qu'on était député dans le premier mandat. Mais la première fois où je l'ai revu président, j'ai repris le vouvoiement parce que pour moi, un président de la République, il est un peu en dessus de la mêlée, un peu en dessus. Et il m'a tout de suite mis à l'aise en m'appelant Michel et en me hélant dans des assemblées. Michel, qu'est-ce que tu fais là ? Ça surprend un petit peu, j'avoue. C'est plutôt agréable, je ne vais pas m'en plaindre, mais j'ai trouvé ça un peu particulier. Et ce président normal... n'a pas eu parfois la hauteur qui aurait fait qu'il aurait mérité un peu plus de respect. C'est un type intelligent qui a un bilan qui est ce qu'il est, mais il a parfois, et c'est le reproche que je lui fais, voilà, il a le sens du compromis, mais trop. Quand on arrive à ce niveau, il faut être un peu plus ferme, un peu plus directif. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est compliqué pour les socialistes, un euphémisme. Aux dernières élections, les européennes, le PS a participé à une liste de rassemblement de gauche menée par Raphaël Glucksmann. Pour vous, est-ce que ce rassemblement, ça va dans la bonne direction ? Les rassemblements, ça va toujours dans la bonne direction, de manière générale. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je vois aujourd'hui le PS et son représentant Olivier Faure, que je connais par ailleurs très bien, puisque j'ai siégé avec lui pendant 10 ans, être plus dans une stratégie d'opposition systématique au gouvernement que dans une position de construction. Que pense aujourd'hui le PS ? Que dit aujourd'hui le PS ? Quel est son programme ? C'est assez compliqué. Alors on sent bien qu'il y a de la social-écologie. Tout le monde bascule vers l'écologie. Mais il y a de l'écologie chez tout le monde en ce moment. Il y en a partout, et de la sociale aussi. Donc c'est bien d'être social-écologique, je pense que c'est bien. Pour autant, il faudra aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui démarque aujourd'hui le PS du président actuel ? Qu'est-ce qui le démarque de la gauche, de la France insoumise ? Il faudra trouver un espace qui n'est pas aussi énorme que ça, mais qui doit encore exister. La social-démocratie n'est pas morte. Et après, lorsqu'on aura réfléchi à un programme, il faudra trouver quelqu'un pour l'incarner. Comme disait Laurent Fabius, les idées ne se portent pas toutes seules. Il faut quelqu'un qui puisse les vendre correctement et donner envie. Et aujourd'hui, on n'a pas ça en magasin. On a quelques éléphants qui restent, et plus beaucoup aujourd'hui, mais je pense que Martine Aubry ne reviendra pas. Ségolène Royal, ce sera dur. Bernard Cazeneuve, pourquoi pas. Mais on a aujourd'hui une pénurie de femmes et d'hommes qui pourraient aujourd'hui nous faire espérer pour 2022. Je pense que ça sera très compliqué d'exister en 2022. Et vous avez toujours votre carte au Parti socialiste ? Oui, j'ai encore ma carte au Parti socialiste, même si je n'ai pas toujours été fidèle à la dernière élection. À la dernière élection présidentielle. Oui, voilà, j'ai tellement mal vécu cette fronde que je n'ai pas pu voter pour Benoît Hamon. Je le dis, je n'ai pas pu. Voilà, ça a été compliqué. Et comme il fallait bien que je vote, de toute façon, j'ai voté pour Macron à ce moment-là. Je ne le regrette pas vraiment, mais pour autant, il ne me satisfait pas pleinement. Donc, j'aimerais pouvoir un jour revoter pour un vrai candidat socialiste. C'est pour ça que je garde ma carte, et par fidélité aussi à ce parti qui a fait beaucoup pour moi, si je puis dire. Alors, dans l'agglomération grenobloise, le Parti socialiste a perdu quelques forces vives. Le président de la métropole, par exemple, Christophe Ferrari, qui a quitté, lui, le parti n'a plus sa carte. En 2020, les élections municipales, et à Grenoble, le PS a peut-être trouvé son candidat. La section de l'Isère soutient en tout cas Olivier Noblecourt, ancien adjoint de Michel Destot, aujourd'hui délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté auprès de la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Agnès Buzyn, une proximité avec La République En Marche que certains pourraient lui reprocher.
Les choses sont très simples. En Marche a investi la candidature d'Émilie Chalas depuis le mois de juillet sur la ville de Grenoble. Donc c'est elle la candidate d'En Marche. Olivier Noblecourt n'est pas un marcheur. Il travaille, il a une mission de délégué interministériel. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas un élu de En Marche, il n'a pas sa carte chez En Marche. Il a été socialiste et on peut rappeler son passé de socialiste. Donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux. C'est dans une optique de premier tour et c'est offrir une alternative à gauche aux Grenoblois qui seraient déçus d'Éric Piolle mais qui ne veulent pas se réfugier chez Alain Carignon ou encore moins chez Émilie Chalas qui représente le gouvernement. On pense qu'il y a un électorat de gauche sur Grenoble qui doit peser aux environs de 60 à 65%. Et aujourd'hui, dans les sondages, Éric Piolle est loin de ce chiffre-là. Donc on pense qu'il y a une place pour une liste alternative à gauche au premier tour. Alors, Michaëlie Sindou, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a une place pour une liste alternative à gauche, à Grenoble notamment ? Je pense qu'Olivier Noblecourt est un bon candidat. Il était socialiste, il se dit encore de gauche. J'ai entendu ce matin sur France Inter revendiquer... Puisque vous dites dans votre livre que vous écoutez souvent France Inter, vous avez écouté son entretien ce matin. J'ai eu le bonheur de l'entendre. J'ai trouvé très cohérent son discours sur la pauvreté. Il a fait effectivement mener une mission sur la pauvreté, mais on ne peut pas lui reprocher, c'est plutôt bien et ça peut être plutôt utile pour Grenoble à l'avenir. Donc je pense que c'est un bon candidat. J'espère qu'il y aura suffisamment d'espace pour à la fois une candidate de la REM et un candidat de gauche, socialiste ou apparenté socialiste. Je ne sais pas comment il présentera sa liste en tout cas. Moi, je lui souhaite le meilleur à Grenoble. On est très dans le « et en même temps », mais là, « et en même temps », ça va être compliqué quand même. Voilà, il y a, à mon avis, il y a deux poids là, qui vont être difficiles pour passer en tête s'ils sont tous les deux en compétition. Mais Olivier Noblecourt est un candidat tout à fait respectable et tout à fait présentable pour Grenoble. Et puis, évidemment, il y a aussi Alain Carignon qui a 70 ans. Vous n'avez pas encore 70 ans. Est-ce que vous pourriez refaire de la politique ? Oui, s'il le fait à 70, je peux le faire un peu moins. Non, mais Alain Carignon, voilà, moi j'en pense le plus grand mal comme beaucoup. Je pense que même s'il dit avoir payé, c'est ce qu'il a dit dans son petit... manuel qu'il a fabriqué, cette faute qu'il a commise, le discrédite à tout jamais et devrait lui interdire toute candidature à Grenoble, ne serait-ce que pour se regarder dans la glace correctement. Voilà, il a fait de grosses bêtises et au-delà, un des rares qui a été emprisonné. Et vraiment, non, je ne lui accorde aucun crédit et j'espère que les Grenoblois sauront s'en souvenir. Au-delà de ça, refaire de la politique, non ? Non. Voilà, c'est un choix très clair. J'avais anticipé, j'avais dit que ce serait mon dernier mandat de député. J'ai quitté ce milieu-là, je ne dis pas avec plaisir. J'y ai passé de très bons moments et des moments très intenses, 22 ans de vie publique. Mais j'avais toujours dit qu'il y avait un espace avant la vie politique. J'ai commencé assez tard, à 40 et quelques années. Et j'ai toujours dit aussi que j'espérais trouver un temps après la vie politique parce que les années passent vite. Que la vieillesse nous rattrape, alors pas encore trop vite, j'espère, mais en tout cas, les quelques bonnes années de retraite, elles sont là. Et j'en profite pour m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon pays dans le Lot, pour marcher, pour faire du sport, pour voyager. Je ne m'ennuie pas une seconde à la retraite. Je le dis à tous ceux qui auraient des envies d'arrêter en 2020, à tous les maires. On peut vivre et tout à fait bien après un mandat politique, si on arrive à passer les quelques premiers mois où ça s'arrête un peu. Mais vous comprenez qu'il y en ait qui s'accrochent ? C'est le pouvoir ? Ça, oui, je les comprends sans les comprendre, mais chacun est comme il est. Moi, je suis pas né dans la politique et je voulais pas mourir dans la politique. Pour en revenir à votre livre, le deuxième chapitre commence le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Quelques jours après, le 13 janvier, vous êtes à l'Assemblée nationale pour un moment très émouvant. On regarde. La minute de silence s'achève lorsqu'un député UMP, Serge Grouard, entame l'hymne national. D'abord surpris, ministres et députés se mettent aussi à chanter. Cette Marseillaise va donner la tonalité de cette journée, celle de l'unité nationale. À quoi vous pensez quand vous regardez ces images ? L'émotion, beaucoup d'émotions. C'était un moment particulier pour toute la France. Et pour vous, évidemment. Un moment de grande émotion.
Après ça, beaucoup de choses ont changé dans l'hémicycle, mais on a l'impression en même temps, quand on relit vos pages, que ça a changé et pas tellement. Parce que finalement, en moins de 2 semaines, le quotidien a repris. Il y a eu une union populaire, si je puis dire. J'étais aussi à la manifestation qui a eu lieu à Grenoble le 11 juin, où on voyait le 11 janvier. Le 11 janvier, pardon, où on voyait des têtes qu'on ne voyait jamais dans les manifestations. Il y avait une vraie communion populaire, c'était beau à voir. Et puis le naturel a repris le dessus, la vie a repris le dessus, et les querelles politiques ont repris le dessus. Et voilà, c'est reparti. Mais ça a été un moment intense à l'Assemblée, vraiment. Voilà, j'ai passé, je le dis dans le livre, j'ai passé 10 jours à chialer. Parce que c'est ce que je veux aussi dire dans ce livre, c'est-à-dire que les émotions, les sentiments, on les ressent de la même manière que chacun d'entre nous, et j'ai voulu le manifester. Ça a été un moment très fort. Charlie Hebdo, c'est un peu notre jeunesse. Alors, pas de tous, mais moi, c'est la mienne. Voilà, je n'étais pas abonné à Charlie Hebdo depuis longtemps. Je ne le lisais plus depuis très longtemps, mais c'était mes 20 ans. On l'achetait de temps en temps. On l'achetait de temps en temps. On avait l'impression presque de... pertinence qui était cette liberté d'expression qui était tout à fait remarquable. Et ça nous a fait mal, ça a fait mal à tout le monde. Et voilà, ça a été un moment très fort, très dur. Et ce trimestre a été très dur parce qu'on a enchaîné derrière avec le PS. Alors, c'est moins dur de la même manière, on ne peut pas le considérer, mais... Quand on a quand même, comme moi, vécu 20 ans avec ce parti, j'ai trouvé très dur de le voir partir comme ça d'un coup et s'effriter. Ça m'a fait aussi beaucoup de mal. Et puis les migrants sont venus en rajouter une couche. Ces images qu'on voyait à la télé de bateaux qui s'échouaient sur les plages en Méditerranée, c'était aussi assez terrible, quoi. D'ailleurs, ce sont des sujets qui sont toujours d'actualité. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Finalement, ce sont des sujets dont on parle encore aujourd'hui qui ne sont pas... En décrivant ça, le djihadisme, on voit bien qu'encore il y a quelques jours, hélas, à la préfecture de police, les migrants, on en parle tous les jours. Avec l'histoire du voile, il y a encore quelques jours, on a relancé encore ce débat. Quant au Parti socialiste, on en a parlé assez longuement pour ne pas y revenir. Donc, ce sont 3 sujets qui se sont concentrés sur ce moment, mais qui sont encore d'une actualité brûlante. Alors, vous dites les migrants avec le voile, évidemment, on ne peut pas comparer les deux, mais en même temps, vous avez sur l'apparition de signes religieux, vous avez une position assez ferme. Oui, j'ai une position assez ferme. Je suis pour une laïcité assez dure, moi. Voilà, je pense que chacun, bien sûr, peut pratiquer la religion qu'il veut, peut penser ce qu'il veut ou ne pas penser, mais je pense que dans l'intérêt collectif, il est mieux que les sites ostentatoires soient le plus discrets possible. Ils ne sont pas interdits, je ne vais pas m'opposer à la loi, mais je pense que si on veut vivre ensemble ou cohabiter de manière intelligente, il vaut mieux ne pas trop en faire, voilà, ne pas donner. Quand je vois quelqu'un dans la rue, pour moi, c'est un citoyen français, qu'il soit noir, blanc ou autre. Ça m'importe peu qu'il ait une religion et qu'il essaye de me le dire à travers sa manière de s'habiller. Je n'ai pas besoin de le savoir, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, je vois un Français. Je vois un citoyen, je vois quelqu'un qui participe à la vie publique, qui fait partie d'entre nous, mais cette envie de me dire je suis juif, musulman ou catholique, ça ne m'intéresse pas et ça aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui, hélas. Retour à l'actualité de ces derniers jours dans l'agglomération grenobloise. Cette semaine, la table de quartier Villeneuve, village olympique, organisée jusqu'au 20 octobre, un référendum d'initiative citoyenne sur les démolitions à l'Arlequin. Ce référendum d'initiative citoyenne s'adresse aux habitants de la galerie âgés d'au moins 18 ans. Lina Badreddine. À voter. Pas d'isoloir, mais des urnes, des bulletins, une vérification de l'identité, de l'adresse et même un émargement, tout comme dans un vrai bureau de vote, ou presque. Ces habitants de la cité de l'Arlequin à Grenoble organisent leur propre référendum d'initiative citoyenne pour donner la parole aux premiers concernés par les démolitions de logements sociaux prévus dans leur quartier. Sur la galerie de l'Arlequin, les logements sont des logements de qualité. Ce ne sont pas des logements insalubres qui justifient une démolition. Voilà. On peut dire qu'il y a des fois il y a du monde, mais on ne se bouscule jamais sous la galerie. Pour moi, c'est un quartier vivant et c'est pour ça que je dis oui, que je suis aussi contre, oui. Même si on dit qu'on reloge les personnes, pour moi, ça veut dire que quand on reloge les personnes, elles prennent la place d'autres personnes qui sont aussi en demande de logements sociaux.
Abstention, pour ou contre les démolitions, voici les 3 choix proposés aux votants. Ce référendum d'initiative citoyenne est une des grandes luttes du mouvement des Gilets jaunes. Derrière ces urnes se cache un long travail. Les organisateurs ont dû récolter 2000 noms sur les boîtes aux lettres du quartier pour établir leur liste d'émargement. Les habitants qui n'y figurent pas peuvent toujours voter en justifiant de leur domicile, avec pour objectif de donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la prendre. 96 logements sociaux, alors que la ville elle-même annonce qu'elle manque de logements sociaux qui vont être un manque énorme quand on voit la quantité de gens qui sont encore à la rue en ce moment. Elle est d'autant moins acceptable que ce sont les gens qui sont avec les plus petits loyers qui sont dans cette histoire. On ne va pas leur proposer d'être relogés dans notre quartier parce que leurs revenus ne seront pas suffisants. Le quartier cherche à avoir une amélioration de sa qualité d'habitation avec davantage de gens plus aisés qui viennent habiter. Mais les efforts fournis ne suffiront pas. Cette habitation, par exemple, devrait être démolie courant 2020. Ce RIC se terminera dimanche à 19h. Après dépouillement, les résultats seront annoncés dans la foulée. La ville a déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas remettre en question les choix déjà arbitrés et adoptés à une très large majorité lors des conseils métropolitains et municipaux. Alors ici, il ne s'agit pas de démocratie participative au sens strict, même si on voit que les gens veulent de plus en plus être décisionnaires. Dans votre livre, vous n'êtes pas tendre non plus avec la démocratie participative. Vous dites « Je n'y crois pas une seconde, je préfère encore de mauvais élus à des citoyens qui s'auto-désignent représentants du peuple et porteurs de l'intérêt général. » J'assume totalement cette phrase que j'ai dite. Pour l'avoir vécu, un exemple typique, c'était l'arrivée du tram à JR. La première réunion publique qu'on a organisée, il y avait beaucoup de monde, vous imaginez. Et il y en a quelques-uns qui se sont braqués contre le tram en lui trouvant tous les défauts. La délinquance grenobloise qui allait forcément arriver à JR. Il y avait aussi ceux qui considéraient que ça allait faire du bruit près de chez eux. Il y avait tout un tas d'arguments qui auraient pu, à un moment, faire douter les élus que nous étions en disant « mais effectivement, ils ne le veulent pas ». Parce que dans ces réunions, ne s'expriment le plus souvent que ceux qui sont un peu plus forts en gueule que les autres, qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes, c'est ce que je dis. Voilà, le problème de la démocratie participative ou directe, c'est que ce sont quelques citoyens, souvent assez minoritaires aussi, qui expriment leur point de vue, qui est souvent étayé sur leurs propres idées, pourquoi pas. Faut-il préférer ce mode de décision à un mode de décision plus collectif, plus organisé qu'est la démocratie représentative, avec des citoyens qui désignent des représentants et ces représentants sont censés prendre les décisions après avoir consulté. Par contre, je n'écarte pas l'idée de consultation permanente. J'ai été maire de JR pendant longtemps. On a fait énormément de réunions de quartier. Chaque fois qu'il y avait un projet, on réunissait, on écoutait. Si possible, on entendait quand c'était possible. Mais au final, j'ai toujours préféré une démocratie représentative à une démocratie participative un peu bordélique, pardonnez-moi l'expression, le plus souvent. Et c'est comme ça que je l'ai perçu chaque fois que j'ai eu l'occasion de la tester de près. Alors, en tant que maire de JR, vous avez certainement participé à de nombreux congrès des maires de l'Isère. Celui de 2019 avait lieu le week-end dernier à l'Alpe d'Huez, une première dans une commune de montagne. 800 élus représentant les 512 communes iséroises avaient répondu à l'appel de l'Association des maires de France. Si le tourisme était la thématique principale, il a aussi beaucoup été question de leur mission. Servir son territoire, c'est essayer de répondre au mieux aux besoins, aux aspirations de nos habitants, essayer de leur offrir les meilleurs services, le meilleur cadre de vie, et puis faire en sorte que entre les habitants de la collectivité, des collectivités voisines, il y ait des liens qui se créent ou qui se recréent. Aujourd'hui, moi je peux dire que pour être maire, il faut être disponible. Alors, j'ai la chance d'être à la retraite. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de partir dans cette équipe. Quand on est maire, on ne doit pas travailler pour soi. Même on ne travaille pas pour son aura, c'est pour la population, envers la population. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Oui, c'est un très beau mandat, celui de maire. Je crois que c'est celui... J'ai préféré...
pas dire ça comme ça parce que les deux sont passionnants. Voilà, mais le local est vraiment le mandat où on est en contact permanent avec sa population, où chaque projet est pesé, sous-pesé, discuté. On a vraiment le sentiment de pouvoir faire des choses très concrètes. Quand on est député, on est quand même un peu victime de ce qu'on appelle aujourd'hui les godillots. C'est un président de la République qui est élu. Dans sa foulée, une majorité est élue et sa majorité, le plus souvent, le suit sur un projet présidentiel. C'est pas totalement la même chose. Alors vous avez également été président du SMTC, ça bouge du côté des mobilités en ce moment, ce sera d'ailleurs l'un des thèmes principaux des élections municipales très certainement. En bus, en tram, en voiture, en covoiturage, en vélo, en trottinette électrique ou pas, en train ou à pied, les représentants de la grande région grenobloise veulent tout savoir sur vos habitudes. Ils ont lancé ces jours-ci une grande enquête sur les mobilités, objectif interroger 7500 ménages représentant les 800 000 habitants de ces territoires pour mieux répondre à nos besoins. C'est la 8e enquête mobilité que nous réalisons dans le territoire. C'est un recensement qui est d'importance et qui permet de comparer dans le temps, de comparer dans l'espace avec les autres territoires aussi, mais d'alimenter toute la réflexion du syndicat mixte, mais de l'ensemble des partenaires de l'enquête, la région, le département, le Voironnais, le Grésivaudan, l'établissement public du SCOT, la métropole et les 12 intercommunalités qui se sont associées à cette enquête de façon à nous aiguiller dans les projets d'infrastructure, de transport collectif, de transport individuel, les projets d'aménagement, les projets de services de mobilité, que ce soit sur le ferroviaire, sur l'urbain, sur l'interurbain, et tous les nouveaux services que nous imaginons autour du vélo, autour du covoiturage, le télétravail, la question des nouveaux carburants, GNV électriques demain. C'est tous vos besoins qui vont permettre aux collectivités de constituer les projets répondant à votre besoin pour réussir la transition, vous permettre de gagner en liberté, en pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu de la transition des déplacements. Partir de vos besoins, c'est une condition nécessaire pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, cette enquête doit se poursuivre jusqu'en avril 2020. Les résultats devraient être connus en décembre. Yann Montgabureau le disait, ce n'est pas la première enquête. Vous avez participé à quelques-unes. On en a fait, bien sûr, mais c'est bien régulièrement d'aller voir si les besoins évoluent. Je trouve très bien que les trois communautés fortes, Crolles et Voiron, se rapprochent. C'est un projet qui date de bonne époque et bien avant. J'espère que ça va aboutir parce que les problèmes de déplacement sont à cette échelle-là de la région urbaine, c'est une évidence. Il faut aussi avoir ce souci écologique en permanence. On va sûrement avoir la nécessité de se déplacer moins avec les moteurs thermiques du moment. Il faut absolument développer les transports collectifs encore, si c'est possible. Il faut développer les modes doux, comme on dit. La marche à pied. J'étais un grand défenseur de la marche à pied. Je trouve qu'on est tous des feignants et qu'on pourrait marcher un peu plus tous les jours. Il faudrait peut-être des cartes dans l'agglomération. Des cartes, payer ceux qui marchent. Ou des cartes pour nous indiquer les chemins. Oui, mais il y a des panneaux signalétiques, je crois, maintenant, qui permettent de dire qu'on est à 10 minutes de tel endroit. En tout cas, c'est bien. Ça fait du sport. Les pays nordiques ont depuis longtemps dépasser ce stade de la voiture parce qu'ils sont organisés différemment. Donc tout ce qui va en ce sens, c'est forcément une très bonne idée. Après, il faudra trouver les moyens financiers pour aller très vite à une transition forte et sortir de Grenoble de la pollution que l'on connaît, hélas, trop souvent ici. Dans le même temps, il y a également le projet de la 480 ? Oui, c'est une phase transitoire nécessaire. Je pense j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait en passer par là pour éviter ce plat de nouilles du rondeau que tout le monde déplore. Je ne suis pas sûr que ça réglera absolument tous les problèmes, mais ça devrait quand même améliorer sensiblement la situation. On peut espérer aussi que les moteurs des véhicules vont être plus propres à l'avenir, donc ce ne sera pas perdu. On ne va pas passer du jour au lendemain à zéro voiture dans l'agglomération. Alors on va parler vélo. Cette semaine, on a aussi appris que le Tour de France 2020 ne passerait pas par l'Alpe d'Huez, pas cette année, mais dans bien d'autres communes iséroises. Charlotte Faulkner nous explique tout ça.
Que tous les amoureux de la pédale se réjouissent, le Tour de France, qui avait boudé notre département lors de sa dernière édition, nous sourit cette année avec pas une mais 2 étapes en Isère. La première partira de la Tour du Pin le 14 juillet pour une étape 100% iséroise, passant par le col de Porte, la côte de Revel et la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour finir son parcours à Villard-de-Lans. La dernière halte du Tour dans la station du Vercors datait de 2004. Le lendemain, le 15 juillet, on reste en Isère avec un départ à Grenoble. Cela faisait 6 ans que la capitale des Alpes n'avait pas donné le coup d'envoi d'une étape. Les coureurs s'élanceront ensuite dans la vallée du Grésivaudan pour arriver à Méribel, au col de la Lauze, le point culminant de ce tour à 2304 mètres d'altitude. Du côté de la métropole de Grenoble, qui s'est portée candidate dès 2017 pour accueillir le Tour de France, la satisfaction est importante. C'était vraiment l'objectif d'avoir une étape à nouveau sur Grenoble. Encore une fois, il y a eu des belles étapes sur Grenoble. On se rappelle en 2011 le contre-la-montre, en 2014 également. Et ça fait 6 ans qu'on n'avait pas le Tour de France. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ASO pour que le Tour revienne à Grenoble, notamment en fêtant, je crois, dignement les 70 ans du Critérium du Dauphiné l'an dernier. Et donc, oui, vraiment une satisfaction de revoir ce Tour. Et comme vous dites, avec deux étapes dans le département. Ouais. Et avec un peu de chance, vous verrez peut-être le Tour de France de vos fenêtres, car avec ces 2 étapes iséroises, une grande partie des 49 communes de la métropole de Grenoble seront traversées par les coureurs lors du Tour de France 2020. Là, il passera peut-être à Gières dans son périple entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. Plutôt le lendemain, en partant vers la Savoie, ça serait peut-être l'espoir de les voir. Je ne sais pas, je ne connais pas si précisément. Je n'ai pas réussi à repérer Gières sur votre défilé. Ils font tout le tour par derrière, donc vous avez peut-être une chance. Voilà. Il y a quelques années, Éric Piolle avait expliqué que lui, il voyait bien le retour du Tour à Grenoble, mais il fallait que toute la métropole participe financièrement. C'est maintenant chose faite, c'est évident pour vous ? Ah oui, bien sûr, c'est un événement métropolitain. Ça ne peut pas être que la ville qui supporte le coup. Et je suis très heureux que ça revienne à Grenoble. Oui, c'est un tel spectacle populaire qui draine des centaines de milliers de gens au bord des routes. Je suis moi-même un grand fan du vélo, notamment des étapes de montagne, comme tout le monde. Et les mois de juillet dans le Lot, quand il fait bien chaud dehors, qu'on ne peut pas sortir encore parce qu'il fait trop chaud, c'est un grand plaisir que de passer une heure... Fermer les volets dans la pénombre, dans un canapé confortable où de temps en temps il m'arrive de piquer du nez, mais de regarder l'étape du jour, c'est toujours un grand moment. Alors, le cyclisme a été beaucoup décrié aussi avec tous les scandales de dopage, mais j'en arriverai presque à l'oublier tellement c'est beau, c'est bien filmé, c'est agréable et puis ce sont encore de beaux sportifs. Alors le vélo c'est bien, mais vous, votre truc c'est plutôt le rugby. Vous avez même joué dans l'équipe des parlementaires. Eh oui. Avec Didier Migaud. Avec Didier Migaud, c'était en 2007 et j'ai eu le plaisir de jouer contre la Nouvelle-Zélande et leur haka spectaculaire, là encore un moment d'émotion. À ce moment-là, oui, c'est une passion qui m'a gagné tout petit puisque je suis originaire d'un coin véritablement de rugby. Et j'ai toujours aimé ce sport et pour moi, ça a été aussi un modèle de solidarité, d'esprit d'équipe, ce qui a fait que j'ai toujours été dans la solidarité avec les camarades politiques aussi, avec les majorités. J'aime bien cet esprit que représente le rugby, même s'il est devenu un peu violent, un peu plus dur qu'il ne l'était à mon époque, ce qui m'aurait pas permis de jouer à l'époque, vu mon gabarit, il me manquait 30 kilos pour jouer maintenant. Vous avez les centimètres, mais... J'ai les centimètres, mais voilà, j'ai oublié de prendre les muscles qui vont avec, mais c'était en tout cas un vrai bonheur de jouer, et c'était un sport d'enfance qui me reste et qui me restera toujours. Et vous suivez l'équipe de France au Mondial au Japon ? Parce que oui, dimanche, vous regarderez le match. Ne me parlez pas de ça, parce que dimanche prochain, je me suis engagé, il y a 3 mois, loin des dates encore du quart de finale, à courir l'Équidène à Grenoble. Ça me fait plaisir de le faire, mais du coup, je vais rater le quart de finale de l'équipe de France contre le Pays de Galles et j'en suis déjà un tout petit peu malade. Alors, petit lot de consolation, le FCG qui joue cette année en Pro D2 jouera dimanche après-midi. Si vous courez assez vite, vous pourrez peut-être aller les voir. Voilà. Ils joueront au Stade des Alpes. Ils ont réalisé un excellent match la semaine dernière et ils s'apprêtent donc à recevoir Nevers. Écoutez l'entraîneur grenoblois Stéphane Glas. Oui, alors les performances sont bonnes déjà comptablement, parce qu'effectivement 2 bonus, 10 points sur les 2 derniers matchs, on ne peut pas faire plus. Ensuite, un peu plus de constance dans nos matchs par rapport en début de saison. Sur 2 matchs, on a eu des trous d'air qui nous ont coûté cher. Je pense évidemment à Colomiers, à Mont-de-Marsan. Là,
On a eu de la constance dans la performance, dans la gestion de notre match. Bon, voilà, après, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va quand même tomber sur des équipes sur les prochaines semaines qui sont d'un niveau supérieur, même si la Pro D2 c'est un championnat très homogène où tout le monde peut battre tout le monde. Mais on va jouer Nevers qui est en difficulté sur le début de saison parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, mais qui commence vraiment à retrouver un très bon niveau. Et puis sur le prochain bloc, il faut aller à Vannes, il faut recevoir Béziers, Montauban, il faut aller à Perpignan. Donc on va se frotter à ce qui se fait de mieux dans Pro D2. On peut être satisfait de ce qu'on a fait, mais on ne peut pas s'endormir parce qu'on sera puni inévitablement si on s'endort. Et Michel Yssindoux, vous suivez un peu cette équipe grenobloise ? Bien sûr, je suis très attentif à leurs résultats et très satisfait de leur classement du moment, mais la saison sera longue. Et si on part dans le sud-ouest, ça va être difficile. Ah oui, exactement. En tout cas, on voit, on a vu quelques images d'eux à l'entraînement. Ils sont motivés, hein. On espère. Ils sont bien. On espère beaucoup. Sens bien. Merci beaucoup, Michel Yssindoux. Je rappelle le titre de votre livre, Tourment au Palais Bourbon, chronique d'un député socialiste, aux éditions Presse Universitaire de Grenoble. Merci d'être venu, de nous avoir fait partager votre expérience. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.